C'est un conseil qui revient souvent dans le Book Club quand on évoque des livres sur la nature. S'arrêter, prendre le temps et observer. Et il faut bien le dire, c'est un conseil, une pratique bien plus aisée à adopter lorsque l'on est au milieu d'une belle forêt, d'une belle clairière où le chant des oiseaux attire notre attention. Mais vous risquez d'être surpris, car les deux livres qui nous intéressent ce midi nous incitent à faire la même chose, mais dans le milieu urbain, sur un banc public, dans un hall d'aéroport ou tout simplement sur un trottoir. Car le quotidien regorge de poésie insoupçonnée et l'espace public a une valeur qui en dit beaucoup sur notre façon de voir la ville et de changer nos modes de vie. Jusqu'à 13h30, nous vous proposons donc de flâner, de vous évader avec nos deux invités et avec la communauté du Book Club. Voyons les choses en face. Nos modes de vie sont de plus en plus programmés, nos interactions de plus en plus automatisées, nos relations de plus en plus encadrées. Nos existences ne laissent que peu de place à la surprise. Il me semble que, pour la plupart, nous traversons ce monde en passagers, pressés d'arriver au terme du voyage. Et nous oublions au chemin de nous abandonner et de nous éblouir du simple fait d'exister. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir, une insomnie qui tourne en cauchemar. Je n'ai qu'une envie, rentrez pas trop tard. De toute façon, je voulais pas sortir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Un soir de pluie. Hashtag Book Club Culture. Et j'accueille Isabelle Barraud-Serfati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à l'école urbaine de Sciences Po, spécialiste de l'économie urbaine, et vous avez fondé d'ailleurs une agence de conseil dans cette discipline, si on peut dire. Vous avez eu une révélation, la révélation du trottoir, comme vous le racontez dans cet essai qui vient de paraître, intitulé « Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse » aux éditions Apogée. Alors, c'était pas un soir de pluie, comme dans la chanson de Blues Trottoir, mais un matin de mars 2018, Isabelle Barraud-Serfati, vous marchez sur le trottoir impair de la rue d'Assas, tout en réfléchissant à une conférence que vous donnez le lendemain à l'école des Mines sur un panorama général des acteurs privés dans la ville et de leurs évolutions. Et là, Eureka, vous trouvez ce que vous avez cherché depuis des années pour incarner les transformations de la ville que vous enseignez, je l'ai dit, à Sciences Po, l'idée du trottoir qui vous tombe dessus comme une sorte d'épiphanie. Voilà, donc effectivement, en mars 2018, je venais de lire le livre d'Antoine Compagnon, qui était sorti un peu avant, fin 2017, sur les chiffonniers de Paris. Donc Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, que les auditeurs connaissent bien, avait écrit ce livre sur cette figure, parce que pour lui, le chiffonnier, il est la métaphore du poète qui, citant Baudelaire, transforme la boue en or. Et d'ailleurs, cette figure du chiffonnier, elle est intéressante aujourd'hui, parce que finalement, c'est l'ancêtre de l'économie circulaire. En tout cas, c'est en lisant ce livre, en lisant son livre, que du coup, moi, j'ai appris que les trottoirs se généralisaient au milieu du 19e siècle. Alors évidemment, ils ne sont pas nés au milieu du 19e siècle. Il existait des trottoirs à Pompéi, on pourra en reparler, qui disparaissent. Mais en fait, la généralisation des trottoirs, elle coïncide au sens propre avec la création des grands réseaux urbains pour distribuer l'eau potable, pour distribuer le gaz, l'électricité, qui apparaissent en France au milieu du 19e siècle. Et puis, parallèlement, j'avais en tête le fait que Google, donc l'une des principales plateformes numériques, venait de créer une filiale qui développait un projet urbain à l'époque à Toronto, qui était le projet de Sidewalk Labs, qui est un projet urbain très controversé, puisqu'une plateforme numérique était en train de construire une ville. Et donc le nom de cette plateforme, je l'ai cité, c'était Sidewalk Labs, les laboratoires du trottoir. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, c'est assez intéressant de se dire, tiens, le trottoir symbolisait la ville des infrastructures. Et peut-être qu'aujourd'hui, le trottoir symbolise la ville des plateformes qui deviennent nécessaires pour délivrer des services aux habitants des villes. Et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, le trottoir, c'est cet objet qui est typiquement hybride entre public et privé et qui permet justement de raconter l'évolution des acteurs publics et privés dans la ville. Et on va évidemment raconter l'histoire des trottoirs et comment ils sont aujourd'hui occupés dans nos villes. On parlait d'une révélation. Une révélation, c'est une sorte d'instant vécu, d'instant éclair, comme vous le dites. Rémi Ouguiri, bonjour. Bonjour. Au PUF, aux Presses universitaires de France, vous publiez un essai intitulé « L'échappée belle,
l'art de s'évader un peu chaque jour. Alors cet instant éclair, c'est une expression que vous empruntez à la poétesse Jacqueline Risset dans son livre Les instants, les éclairs. Qu'est-ce que c'est ces instants? C'est l'instant qu'il faut laisser venir à nous, c'est ça? Oui, c'est des instants imprévus. C'est ce qu'on ne regarde plus, c'est ce qu'on n'entend plus, c'est ce qu'on ne remarque pas dans nos vies qui sont de plus en plus automatisées, encadrées. Enfin, on a tous un travail, une activité, des occupations. Et le temps file. Parfois, on s'en aperçoit un peu mélancoliquement. Et le temps file, mais on rate des rendez-vous. Il y a plein de rendez-vous chaque jour, mais on les manque. Et il faut à un moment donné qu'il y ait un dérèglement dans nos vies, une panne par exemple, quelqu'un qui arrive en retard, quelqu'un qui... Et soudainement, vous êtes renvoyé à quelque chose qui est l'instant. Qu'est-ce qu'on fait de cet instant? Alors vous avez deux options. On panique. On panique. Alors, en France, on râle, on s'énerve, on n'est pas content. Mais moi, j'ai un point de vue totalement différent là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'au contraire, ce sont des chances. Une panne, pour moi, c'est un rendez-vous. Parce que vous aviez une journée qui était programmée. À un moment donné, elle se dérègle. Et on vous rend une liberté. Et cette liberté, prenez-la pour vivre des instants qui n'étaient pas prévus dans votre agenda. Et mon hypothèse, c'est que ces instants sont peut-être les plus beaux. Mais c'est des moments très simples. C'est par exemple ce matin, pour venir au travail, je rate mon bus et je me retrouve sur le trottoir, tout seul. Exactement. Ça peut être... C'est très très simple. En réalité, on va chercher très loin des choses qui sont à notre portée. Des gens fantasment sur les milliers de kilomètres qu'il faut franchir pour arriver à une contrée exotique. Et en réalité, la poésie de l'instant, elle est là, à côté de nous. Et c'est pour ça qu'un moment comme une panne ou un retard, etc., sont des moments de révélation. Parce que vous qui étiez conditionné à suivre un chemin, on vous offre une bifurcation. Encore une fois, vous pouvez choisir de ne pas la prendre, cette bifurcation. Mais si vous la prenez, mais ça c'est ce que j'ai toujours pensé, vous avez accès à quelque chose d'assez merveilleux. Isabelle Barraud-Serfatis, ça me fait penser au fait que le trottoir, on a l'habitude de marcher sur un trottoir, on ne fait même plus attention de marcher sur ce trottoir, et pourtant, vous le dites et on va y revenir, ça a une valeur, ce trottoir. Oui, alors déjà peut-être c'est redire effectivement mon grand étonnement de voir à quel point le trottoir est déconsidéré. Je pense qu'en fait il se situe entre deux mots, entre d'un côté le mot espace public, qui est un mot qui est très fortement employé par les urbanistes, qui aborde la question de la ville à partir notamment de la rue et encore plus de l'espace public parce que cet espace il est chargé notamment des valeurs de citoyenneté. Et puis sans doute un autre mot, alors Rémi dans votre livre sur l'échappée belle, vous avez votre deuxième chapitre sur histoire de mots et je pense que justement le mot trottoir il est assez étonnant parce que c'est vraiment un mot que tous les tout petits enfants connaissent. Il est dans l'imaginaire des tout petits, tout le monde sait ce qu'est un trottoir. Et puis, reste bien sur le trottoir, on nous répète quand on est enfant. Et puis finalement, plus on avance dans des publications académiques, le trottoir disparaît en fait. Par exemple, dans l'aventure des mots de la ville, le mot trottoir n'y figure pas, alors que c'est un objet urbain évidemment très important et dont le mot, en plus de ça, est s'aimé ailleurs. Et alors, la raison pour laquelle, à mon avis, le trottoir est déconsidéré, c'est que je pense qu'il est largement associé à la prostitution et à la vie dans la rue. Moi, j'ai été frappée en fait de voir, j'avais participé à une émission de radio où on avait passé comme chanson La vipère du trottoir de Georgette Plana, qui est l'histoire d'une prostituée. Et ça, je pense que c'est typiquement français. Quand on regarde en fait les chansons, par exemple québécoises, à ce moment-là, le trottoir est associé à un autre imaginaire, qui est notamment l'imaginaire des enfants qui jouent sur le trottoir, qui jouent à la marelle. Donc je pense que cette déconsidération du trottoir, elle est sans doute liée à la sémantique du mot. Et notamment, alors ça a été aussi une découverte stupéfiante. Dans ma discipline, en fait, il y a une auteure qui est très connue, qui est Jane Jacobs, qui a écrit notamment Déclin et survie des grandes villes américaines. Et on m'avait dit Lila parce qu'elle parle de trottoir. Et puis je l'avais lu en français et il n'y avait pas de trottoir. Et puis un jour je tombe sur l'édition anglaise, américaine plus exactement, et là tout d'un coup il y avait des chapitres qui étaient les enfants et le trottoir, la sécurité et le trottoir, le balai des trottoirs, et en français ils étaient traduits par le mot rue. Alors j'ai écrit à l'éditeur, j'ai écrit postfacier, j'ai écrit il faut défendre les trottoirs. Et donc voilà, et ça c'est vraiment ce grand mystère en fait, pourquoi le trottoir est-il si peu regardé? Oui, il faut réhabiliter les trottoirs. Les trottoirs, c'est le chemin le plus sûr
l'écriture vers la poésie, en réalité. Encore une fois, il faut pas aller très loin pour être à la rencontre de ce qu'il y a d'insolite dans notre monde, de ce qu'il y a. Et je pense que dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement de réhabiliter un lieu que tout le monde emprunte de façon automatique, de façon inconsciente, de façon conditionnée, sans jamais s'apercevoir qu'il suffirait de s'arrêter quelques instants, de lever les yeux vers le ciel et de voir des choses qu'on ne voit jamais. Mais alors, il m'a semblé justement que vous étiez aussi le bon exemple, en fait, de ce trottoir qu'on ne considère pas et qui pourtant était présent. Dans votre livre, en fait, La société très secrète des marcheurs solitaires, je me suis amusée à faire ce que je fais assez souvent et de manière un peu systématique maintenant, qui est le repérage du mot trottoir. Et donc, alors votre livre, je ne sais pas si c'est le hasard, se présente un peu comme W ou le souvenir d'enfance de Pérec, avec ces interstices où vous évoquez votre enfance à Casablanca. Et alors que le mot trottoir ne figure pas dans les objets que vous utilisez pour justement vous échapper, vous regardez le banc public, vous regardez l'immeuble, les cimetières, mais vous ne regardez pas le trottoir. Et pourtant, dans quasiment chaque chapitre où vous racontez votre enfance, eh bien, il y a des trottoirs. Page 81, je m'abrite à l'ombre d'un faux poivrier et je l'écoute assis sur le rebord du trottoir. Encore un autre. Sur certains trottoirs, leur haie forme avec les arbres des voûtes odorantes sous lesquelles il fait bon se glisser. Vous savez ce qu'on va faire, Isabelle Barreau-Sarfati, c'est que, puisque vous citez ce livre, ça va me permettre de lancer Raphaël, qui est notre lecteur et qui a lu La société secrète des marcheurs solitaires, c'était au PUF en 2021, et votre nouvel essai L'échappée belle, Rémi Oudguiri. On va écouter Raphaël et on continue d'en parler juste après. J'ai découvert Rémi Oudguiri avec La société très secrète des marcheurs solitaires. J'étais un peu interloqué par le titre et par la question posée dans la 4e de couverture. Et vous, est-ce que vous aimez marcher au hasard ? Je trouvais que oui. J'ai lu l'ouvrage et j'étais emballé. J'ai beaucoup aimé le ton, le style de l'auteur, la façon qu'il avait de nous prendre par la main. Alors quand est arrivé L'échappée belle en librairie, je me suis un petit peu précipité dessus. J'ai commencé à l'ouvrir et là j'ai tout de suite retrouvé ce que j'avais aimé dans le précédent ouvrage, l'art de la fugue, de faire un petit pas de côté. Pour moi, c'est un écrivain qui ne s'impose pas, qui n'impose pas une vision du monde, mais qui au contraire nous fait accéder à de petites touches qui permettent, comme ils le disent, d'ouvrir des brèches dans la réalité et d'essayer de voir le monde un peu plus beau, peut-être qu'on n'aurait pu le voir si on n'avait pas lu son ouvrage. J'ai trouvé que c'était une belle échappée et j'enjoins tout le monde à lire ce livre. Alors il m'a fait penser aussi à 2 écrivains que j'aime beaucoup, qui sont Robert Walser et Charles Albert-Sengria. Et je voulais poser cette question à Rémi Oudguiri. Alors, est-ce qu'il se reconnaît un petit peu dans la confrérie de ces 2 écrivains ? La question de Raphaël, libraire à Quimper et membre de la communauté du Book Club, et la réponse de Rémi Oudguiri. Alors clairement Robert Walser, puisque c'est un flâneur dans la Suisse allemande de la fin 19e, début 20e. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup ces textes. Et clairement, non seulement il y a un très beau texte qui s'appelle La Promenade, où justement il déambule dans la ville, et il est attentif à toutes les petites choses, et ça le met en joie. Voilà, c'est cette joie que j'aime beaucoup chez Robert Walser. Et c'est clair que c'est un auteur qui m'inspire beaucoup. Vous écrivez pour rester vivant, il faut savoir s'extraire du courant. Et vous racontez qu'en sortant du cimetière du Père-Lachaise, vous avez trébuché sur une planche sur laquelle il y avait une phrase inscrite très éloquente. « Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant ». Oui, parce que y a aussi cette phrase de Tolstoï que je cite, on peut vivre toute sa vie dans une ville en ayant oublié qu'on est déjà mort. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, on est tellement on court en permanence, on est tout le temps en train de remplir l'agenda, notre emploi du temps est saturé d'activités, de sorte que finalement, on ne vit pas vraiment, on ne fait que passer d'un rendez-vous à un autre, et donc on est un peu mort. Et justement, moi, ce que j'essaye dans ma vie personnelle et à travers ce livre en le partageant, c'est d'essayer d'ouvrir des brèches pour qu'on retrouve un peu de vie, un peu de respiration, et qu'on puisse simplement s'émerveiller de choses qui nous sont données, parfois de façon imprévue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre train, vous le ratez, vous avez 1 heure devant vous, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous râlez, comme on l'a dit tout à l'heure, soit vous attendez, vous essayez de prendre un autre moyen de transport, soit vous prenez cette heure comme si c'était une invitation à faire autre chose et surtout à regarder le monde autrement. Personne ne vous attend, personne n'a prévu ce moment-là et vous êtes rendu à votre vie. Vous êtes comme un enfant qu'on lance dans la nature et qui va découvrir le monde à nouveau.
Alors on a parlé des mots, vous avez dit le mot brèche, il y a le mot passage, parenthèse, bifurcation, intervalle, et puis vous êtes arrivé à l'échappée, ça c'est dans le titre de votre essai, mais il y a aussi le terme de microfugue. Qu'est-ce que ça a de plus précis, ce terme-là? Alors, microfugue, je l'opposerais à la fugue ou à la fuite, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de films ces derniers temps sur on est dans une société qui rêve beaucoup de fuir, parce qu'on est dans un monde de plus en plus anxiogène, il y a énormément d'anxiété. Il y a eu le film La Montagne, par exemple, où un cadre supérieur, décide de fuir et d'aller à la rencontre de la montagne. C'est un fantasme qui revient souvent, mais ça demande un énorme investissement, un énorme courage, une énorme audace. La microfugue, c'est la même chose, mais dans l'ordre d'une journée. C'est-à-dire que c'est finalement une petite fuite. Vous n'allez pas changer radicalement votre vie, vous allez vous échapper, mais en vous échappant, c'est ce que j'appelle dans la préface une révolte calme, par opposition à une révolte qui serait le bouleversement total de sa vie. Donc c'est un autre portée. C'est une petite fugue, c'est une petite façon de réinjecter de la vie, de réinjecter de la liberté, de réinjecter de la beauté dans des emplois du temps. En plus, j'écris ce livre en 2023, qui est l'année de basculement peut-être, on le dira plus tard, avec l'intelligence artificielle qui prend une ampleur inédite et qui va faire que de plus en plus tout ce qui est géolocalisé, tout ce qui est planifié, tout ce qui est organisé par les machines vont nous prendre. Va s'imposer à nous. Va s'imposer à nous. Donc, plus que jamais, il va falloir se trouver des armures ou des portes de sortie pour garder et préserver une partie de notre présence au monde. Alors cette fugue, cette micro-fugue, cette idée de flâner, ça fait évidemment penser au programme poétique des dérives situationnistes de Guy Debord dans les années 50 à Paris. Et d'ailleurs, vous citez tous les deux les dérives des situationnistes, et vous en particulier, Isabelle Barros-Serfati, quand vous dites que le trottoir est un lieu de mémoire, un lieu de l'ordinaire, et qui permet justement de dériver. Oui, alors effectivement, moi j'emploie le terme dérive de manière un petit peu différente, hein, c'est-à-dire que là, le trottoir pour moi était vraiment le lieu de rencontre et des imprévus. Enfin voilà, à travers le trottoir, je pourrais parler d'un évêque qui est mort il y a 200 ans que j'ai rencontré, vous avez cité la chanson de Blues Trottoir, du londonien qui a utilisé le parapluie en 1750, tout ça je l'ai découvert grâce au trottoir. Et donc effectivement, le trottoir il est éminemment ludique aussi. Je me suis beaucoup amusée par exemple à prendre des photos de pieds de personnes sur le trottoir pour bien montrer qu'on était sur un trottoir. Mais je crois aussi que le trottoir, et peut-être je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il a aussi une autre dimension. Vous avez parlé du pas de côté. C'est que dans une rue, souvent, il y a deux trottoirs opposés, mais pour autant, le trottoir, il n'est pas binaire. Et en fait, je crois que mon livre, fondamentalement, il a pour but, d'une part, d'inviter à regarder ce qu'on ne regarde pas, et qui pourtant est là, mais surtout, changer de regard. Et au fond, mon livre, il s'adresse à ceux qui restent sur leur trottoir pour les inviter à passer sur le trottoir d'en face. Et peut-être que, fondamentalement, au-delà du jeu que représente le trottoir et qui est encore une fois extrêmement ludique, c'est peut-être mon petit engagement politique à moi de dire, ben voilà, vous l'avez dit Rémi, on est dans une période de forte conflictualité et je crois qu'apprendre à voir le point de vue de l'autre, si ce livre, à travers l'exemple du trottoir déconsidéré, permettait ceci, je crois que ce serait quelque chose d'utile. C'est l'idée, et ça me vient en vous écoutant, l'idée de bousculer son quotidien, de ne pas aller, d'emprunter, de ne pas emprunter. C'est ce que disait d'ailleurs Guy Debord, le même trajet pour aller au travail, par exemple, tous les jours, de changer de trottoir, de traverser cette rue pour voir ce qui va nous arriver, en quelque sorte. Exactement, et en plus, je rappelle dans le livre que les premiers situationnistes ont découvert la dérive, justement parce qu'il y avait eu une grève à Paris dans les années 50. Et donc, c'est justement typiquement un événement qui dérègle l'ordre établi et qui fait qu'on redécouvre, on est obligé de marcher, et en marchant, on redécouvre la ville et on s'aperçoit que le quotidien devient une aventure. Certaines grèves ont le charme des rendez-vous annulés. Les trains sont à l'arrêt, les grilles des stations sont fermées, et au milieu de l'agitation collective, des combats, des manifestations, une autre voie se dessine, oublier temporairement son emploi du temps et bifurquer vers l'inconnu. Ces jours-là, les grappes de piétons pressés sur les trottoirs donnent l'impression que toute la ville se prépare à un grand événement. Tandis que les esprits s'échauffent et que l'ambiance s'électrise, je déambule lentement au milieu de la foule pour m'imprégner de l'atmosphère incertaine et fiévreuse. Quelque chose vit à nouveau. Des existences sorties provisoirement de leur automatisme se croisent pour la première fois et s'observent, se hèlent, se parlent ou s'invectivent. On respire un parfum de liberté et de chaos qui brouille les cartes et remet du hasard et de l'inattendu dans les vies. Raphaël, qui lit donc un extrait de votre livre, Rémi Ouguiri. Qu'est-ce qui est si marquant
D'ailleurs, peut-être quand on voit une grève et une manifestation, c'est de ne pas suivre le cortège, c'est d'emprunter une rue à côté et de se retrouver dans une autre ambiance. Oui, alors évidemment, je me rends bien compte qu'on ne fait pas la grève pour rien. Il y a des raisons objectives et souvent légitimes. Mais pour ceux qui ne sont pas directement concernés et qui voient soudainement leur emploi du temps remis en cause, c'est une perturbation qui peut être perçue comme positive. C'est-à-dire, alors d'abord, il y a l'atmosphère, évidemment, se déambuler dans cette humanité qui retrouve vie, qui se mobilise, etc. Il y a déjà quelque chose qui est très, très intéressant à voir. Et puis aussi, on peut effectivement faire un pas de côté. Et moi, ce que j'aime énormément dans les villes, c'est être dans les rues silencieuses, et simplement écouter les rues bruyantes. Et c'est une expérience très intéressante parce que c'est une expérience de la sensation. Parce que finalement, ce que j'essaye de faire à travers ces bifurcations, c'est de retrouver une façon de sentir qui ne soit pas la façon standardisée, la façon... ou même pas standardisée finalement, parce que, mais on passe devant plein de choses, devant plein de bruits, sans les voir, sans les entendre. Et il suffit souvent de faire juste un pas de côté pour se remettre à écouter le murmure du monde. Et ça apaise d'abord, et puis c'est une expérience merveilleuse. Ce qui est intéressant, c'est cette opposition. Vous nous dites qu'il faut nous laisser flâner, se balader. Et puis ce trottoir, Isabelle Barrot-Serfati, qui nous canalise quand même, qui nous dit là où il faut aller, qui a d'ailleurs un rôle canalisateur dans l'histoire. Ça apparaît quand les trottoirs? Quand est-ce que naît l'idée même d'un trottoir dans l'histoire? Alors effectivement, en fait, les trottoirs sont très anciens puisqu'ils apparaissent dès l'Antiquité et notamment ils sont très présents à Pompéi. Il suffit de se promener d'ailleurs encore aujourd'hui dans les rues de Pompéi pour en constater. Les raisons au départ étaient des raisons liées à la topographie et à l'hydraulique. Il fallait permettre l'écoulement des eaux. Sous les trottoirs de Pompéi, couler également, passer des canalisations qui permettaient d'alimenter des fontaines dans les rues en eau. Et puis donc ensuite, le trottoir disparaît et il réapparaît notamment en 1666 à Londres, après le grand incendie de Londres. Et puis, il se généralise petit à petit à Londres, où on va dire il est très présent tout au long du XVIIIe siècle, notamment à partir de 1762. En France, le trottoir arrive un petit peu plus tard. Alors, certains considèrent que les premiers trottoirs sont apparus sur le Pont-Neuf vers 1600. En réalité, le premier trottoir apparaît rue de l'Odéon à Paris en 1781. Alors, 1781, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la date de parution du livre de Louis-Sébastien Mercier, où justement, il indique en fait cette naissance des trottoirs et il fournit de croustillantes descriptions sur la vie d'avant les trottoirs. En fait, les rues d'avant le trottoir étaient très sales et justement ce qui explique la généralisation du trottoir au milieu du 19e siècle en France, ce sont des raisons liées à la salubrité. Il faut rendre les rues propres et puis justement des raisons liées à la volonté d'acheminer les services urbains. C'est que les rues étaient incurvées et étaient une sorte de, comment on dit, une grande rigole où circulait l'eau sale, évidemment, et il n'y avait pas d'égout à l'époque. Et donc, à quel moment est-ce qu'on met en place ces trottoirs? Ça va complètement, comment dire, marquer l'image des rues de Paris jusqu'à notre époque d'ailleurs. Ouais. Alors effectivement, ce que vous évoquez au milieu, c'est ce qu'on appelait le ruisseau. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à une expression qu'on a toujours, qui est tenir le haut du pavé, puisque en fait, on devait laisser la place aux personnes qui étaient considérées de plus haut niveau que soi sur le haut de la chaussée pour qu'elles ne soient pas les pieds dans la boue. Et donc d'ailleurs, ça a à voir avec l'idée que les trottoirs en fait sont profondément le lieu de la démocratie. On pourrait y revenir, mais c'est très fortement associé. Et, alors ensuite, on va dire que les trottoirs en fait apparaissent dans les villes de France, pour rester sur la France, à différents moments. La loi qui est vraiment très importante, c'est une loi de 1845 qui acte la généralisation du trottoir, mais en réalité, c'est une loi sur son financement. Il y a eu tout un débat sur est-ce que le trottoir doit être financé plutôt par les riverains ou plutôt par la collectivité. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a l'idée que le trottoir, c'est d'abord le lieu du piéton. Et quand on regarde historiquement, on voit que le trottoir, et ça l'est d'ailleurs encore dans beaucoup d'autres villes, dans d'autres pays, c'est finalement peut-être plus fondamentalement encore le lieu du riverain, en fait. Et puis ensuite, selon les villes, le trottoir apparaît à différents moments. Donc, ce qu'on voit, c'est que le trottoir, il est un marqueur en fait du développement des villes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le trottoir, finalement, il signe l'urbain. Après tout, quand il n'y a pas de trottoir, c'est souvent aujourd'hui qu'on n'est pas en ville.
Et puis donc, oui, allez-y Rémi. Oui, c'est intéressant parce que le trottoir, c'est aussi l'invention du flâneur au 19e siècle. Et de même qu'il faut un cadre pour s'échapper, le travail pour s'échapper du travail, il faut des trottoirs pour s'échapper également. Et je voudrais dire une chose intéressante, c'est que le trottoir, c'est aussi un état d'esprit. Il y a des villes où les trottoirs sont étroits, il y a des villes où les trottoirs sont larges. Et ça donne des états d'esprit différents. Paris, il y a beaucoup de trottoirs étroits. On s'en rend compte si on va par exemple à Berlin. Et à Berlin, il y a une atmosphère de flânerie, de douceur, qu'on retrouve moins à Paris, qui est plus stressant, parce que vous le racontez très bien dans votre livre. D'abord, il y a toute une série d'acteurs qui se disputent la présence sur le trottoir, mais aussi tout simplement parce que les trottoirs sont étroits et donc ils gênant la circulation, ils créent des contrariétés. D'où le fait que le trottoir est aussi fondamental dans l'atmosphère qu'on peut ressentir d'une ville. Et d'ailleurs, si on revient à aujourd'hui, on est en train de redonner de la place. Il y a une norme d'ailleurs sur la taille du trottoir, comme on est le pays de la norme. Est-ce qu'il y a une longueur imposée par la loi ? Alors effectivement, parmi les éléments les plus contraignants, ce sont des éléments sur les lois sur l'accessibilité, en fait, pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir marcher sur le trottoir avec donc une largeur d'1,40 m. Mais au-delà de ça, évidemment, toutes les rues ne permettent pas d'avoir des trottoirs de cette dimension. Et ce qu'évoque Rémi est très juste, c'est-à-dire que effectivement, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que le trottoir pour une rue donnée reste limité. Alors on peut certes un peu l'agrandir, mais de fait, à moins de le mettre sur toute la rue, il est forcément limité. Or, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une multiplication des occupants du trottoir. Il y a évidemment le piéton, il y a le riverain dont je viens de parler, mais ce qu'on voit, c'est aussi de nouveaux acteurs, en fait, qui apparaissent sous l'effet, d'une part, de la transition numérique. Ce sont notamment, qu'on le veuille ou non, tous les opérateurs de livraison, les opérateurs de micro-mobilité. Et puis, de plus en plus, on a tout ce qui est lié à la transition écologique qui arrive sur le trottoir, qui devient le lieu pour permettre d'accueillir alors des bornes de recharge pour voitures électriques, des pistes cyclables pour les vélos, mais aussi des fontaines rafraîchissantes. Et de plus en plus se pose la question d'accueillir le vivant en ville, et souvent sur le trottoir, avec des débats qui finalement vont opposer peut-être les partisans de trottoirs asphaltés pour faire pousser les poussettes, ou bien au contraire des trottoirs renaturés pour permettre à la nature de reprendre place dans sa ville, pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec aussi la question de la place de l'arbre, parce qu'on ne pourra pas planter des arbres partout. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux mettre un banc ou bien mettre un arbre ? Et donc, cette question de la rareté du trottoir me semble un enjeu absolument majeur, parce que bien la question, c'est comment faire des arbitrages. Et de ce point de vue-là, le trottoir me semble à la fois le réceptacle des modes de vie. C'est sur le trottoir qu'on peut lire l'évolution de la vie. Pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir, disait un éditorialiste américain. Et puis, donc par ailleurs, ça devient un lieu politique, parce que je pense que de plus en plus de personnes veulent utiliser le trottoir. Pour flâner de manière en toute sécurité, on a aussi créé les zones piétonnes. Alors je vous lance sur cette idée-là. Il y a plus de trottoirs à partir du moment où on est dans une zone piétonne. Ça vous inspire quelque chose, Rémi Huguéry ? Les rues piétonnes, c'est un progrès à l'évidence, parce que ça permet justement de retrouver les conditions de la promenade, de retrouver les conditions de la lenteur aussi, parce qu'en fait, sur le trottoir, d'autant plus qu'ils sont étroits, il faut aller vite, il y a des signalisations, etc. Donc oui, les zones piétonnes, c'est une invention. Alors, le problème, c'est quand les zones piétonnes sont complètement saturées de monde, parce qu'il peut arriver, il y a eu ce village italien il y a quelques semaines qui a interdit aux gens de s'arrêter sur une place parce qu'il y avait trop de gens qui se prenaient en selfie, etc. Donc, il y a même un danger parfois que les places piétonnes, enfin les endroits piétons soient saturés au même titre que les routes. Isabelle Berrot-Sarfati. Oui, peut-être sur la question de la disparition du trottoir, parce qu'effectivement, des fois, c'est ce qu'on entend. Aujourd'hui, on parle de la rue commune. Vous citez d'ailleurs Sioran et Kundera qui disent le plus grand événement de cette deuxième moitié du siècle, le 20e, c'est la disparition des trottoirs. Tout à fait. Et alors, je crois que, au-delà de ça, alors, moi, j'ai justement, je viens d'une petite ville de province qui s'appelle Bourges, et j'habite dans une rue qui a perdu ses trottoirs pour devenir piétonne quand j'avais une dizaine d'années, et qui est en train, en fait, d'être actuellement en travaux. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai constaté qu'ils sont en train, en fait, de faire... Alors, j'ai discuté avec le chef de chantier, il parlait plutôt de bornes structurantes que trottoirs, en fait, parce qu'on est à fleur de pavé. Et donc là, vous voyez, on voit bien l'importance des mots. Mais je crois que fondamentalement aussi, ce qui fait la force du trottoir et son intérêt, c'est, alors pour reprendre le terme de Michel Foucault, c'est l'idée que c'est le lieu de l'hétérotopie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le lieu qui permet à la fois quelque chose et son contraire, en fait. Et je pense que la disparition du trottoir, c'est renoncer à accepter qu'on puisse avoir à la fois un trottoir qui soit en même temps public et privé, qui soit à la fois marchand avec un T et marchand avec un D, et qui soit
soit à la fois minérale et végétale. Et donc je crois que la force du trottoir, elle est dans cette capacité à concilier les injonctions contradictoires. Et donc faire disparaître le trottoir, c'est s'interdire cette possibilité. Et puis dans votre livre, et puis je pense que c'est important, il y a la conscience des trottoirs. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez du phénomène de tous ces gens qui passent dans les trottoirs avec des téléphones et du GPS, et en fait, ils ne voient rien, même pas le trottoir, ils se contentent de suivre la ligne. Donc il faudrait déjà, avant même de réhabiliter les trottoirs, il faut réhabiliter la conscience des trottoirs, c'est-à-dire la conscience de vivre dans un environnement qui nous permet, parce que moi ce que j'aime beaucoup quand je prends les trottoirs, c'est de trouver des portes de sortie. Enfin, il y a toujours à des moments donnés dans certains quartiers des petits passages, et ces petits passages nous attirent, et il faut aller vers eux, parce qu'ils nous invitent parfois à une vue totalement inattendue sur un paysage. Alors, en préparant cette émission, la communauté du Book Club nous a suggéré un autre livre, celui de Jean Rollin, et c'est Xavier qui nous en parle. Avec ce livre, Jean Rollin poursuit son exploration de la région parisienne et de ses territoires périphériques. Après avoir longé les rives de la Seine en aval et en amont de Paris, il nous guide sur la ligne qui sépare la ville de la campagne et qui entoure la capitale. C'est ce terrain de la rupture, où l'on n'est plus en zone urbaine mais pas encore dans le monde rural. Cet espace où se rencontrent ces deux mondes, l'un qui s'étend et l'autre qui résiste, que Rollin arpente et noue avec lui. J'ai retrouvé dans ce livre son style, son souci du détail, sa capacité à porter son regard là où personne ne le pose habituellement. Une écriture qui, à bien des égards, s'approche de la photographie. Une forme parfois d'urbex littéraire. Car Rollin fait de la littérature avec ses franges urbaines, comme d'autres en font des photos. Drôle, Rollin manie la dérision d'abord envers lui-même, ensuite envers les hommes. Et avec bienveillance pour ces territoires marginaux, il met en lumière ce que l'on ne veut pas voir. Décharges sauvages, urbanisme chaotique, désindustrialisation, population abandonnée. Et il témoigne ainsi de notre époque. Et c'est un plaisir de se laisser guider de cette façon. Car qu'il nous décrive la banlieue parisienne ou le Kurdistan syrien, Rollin encore une fois arrive à nous emmener en voyage. Jean Rollin qui nous emmène en voyage avec La Traversée de Bondoufle, racontée par Xavier de la communauté du Book Club. Il y a quelque chose de très sensoriel, et ça rappelle votre livre, Rémi Ouguéry, où vous dites que la microfugue, c'est justement une invitation à découvrir le monde sensation. C'est quoi le monde sensation ? Oui, Jean Rollin est un bon exemple, parce que j'aime beaucoup le livre La Traversée de Bondoufle, parce qu'effectivement, il va aller chercher cette sensation d'exister dans des lieux où personne ne va, justement. Et c'est là où il faut aller. D'abord parce qu'on n'est pas... rien n'est conditionné, rien n'a été préparé à l'avance. Il y a le charme de l'imprévu, de l'inconnu. Et le monde sensation, c'est quoi ? C'est redevenir présent au monde. Parce que nous avons absolument, de mon point de vue, besoin à un moment donné de nous sentir exister. Et on oublie parfois qu'exister, c'est un vrai plaisir. Simplement s'arrêter 2 secondes, se dire, mais regardez ce qu'il y a autour de moi, regardez cette vie qui vibre. Il y a énormément de choses qui vibrent, y compris dans les banlieues explorées par Jean Rollin. Il y a des choses à aller voir, et le fait de les voir, ça nous fait oublier notre petit moi, et ça nous ouvre à ce que Rousseau appelait le sentiment de l'existence. Voilà, c'est ça, à travers les échappées, ce que j'essaie de chercher. Non, peut-être 2 réactions par rapport à ça. D'abord, sur le monde de la sensation, en fait, je crois que si on regarde les trottoirs chez Virginia Woolf, ils sont très intéressants parce qu'elle analyse la pluie qui tombe sur les trottoirs de la même manière qu'elle analyse la pluie sur les landes, en fait. Enfin, donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une porosité du trottoir et de la campagne qui est très forte. Et puis, peut-être, je voudrais revenir sur le terme, vous utilisez beaucoup, Rémi, le terme « errer ». Et il y a une critique qui est parue de mon livre, dans Le Monde des livres, qui s'intitulait « Arpenter l'urbain ». Et je trouve que c'est intéressant parce que ce terme d'arpenter, en fait, moi je m'y retrouve complètement et je pense qu'il dit des choses différentes. Et notamment, ce que dit arpenter, c'est à la fois parcourir à grands pas, mais c'est aussi mesurer la superficie. Et je crois qu'il y a quelque chose dans l'arpentage du trottoir ou l'arpentage de paysages qui est de l'ordre de la mesure et de la démesure. Et pareil, vous citez Borges, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a chez Borges cette idée d'une cartographie à l'échelle 1, que je trouve une idée absolument magnifique. Et je crois qu'en se promenant sur le trottoir, il y a à la fois cette idée de pouvoir mesurer factuellement ce qui est en train de se transformer, et peut-être aussi les questions de l'argent du trottoir, et en même temps prendre conscience de cette démesure, en fait. Et c'est aussi ça qu'invite le trottoir. Oui, juste sur le mot errance, oui. Alors souvent, le mot errance, il est parfois négatif. Une errance, c'est quelque chose, on ne sait pas où on va, on est un peu perdu, etc. Et moi, je plaide pour l'errance heureuse, c'est-à-dire l'errance qui vous permet d'accéder à ce que la société ne vous permet pas d'accéder en vous
donnant à chaque fois des guides, des modes d'emploi, etc. Non, il faut se laisser aller, s'abandonner. Et c'est ainsi, dans cette forme d'errance, que l'on peut, je pense, sentir des choses qu'on ne sentirait pas autrement. Il y a beaucoup de douceur dans votre livre, Rémi Ouguiri, qui nous emmène aussi dans les cimetières. On en a parlé un tout petit peu avant cette émission, malheureusement, on n'a plus le temps. Mais c'est vrai qu'on peut se balader et passer un bon moment dans un cimetière. Oui, les cimetières ne sont pas des lieux de mort, sont des lieux de vie. L'échappée belle, l'art de s'évader un peu chaque jour. Merci beaucoup Rémi Ouguiri d'être venu. Merci. C'est aux éditions Puche Presse Universitaire de France. Merci à vous, Isabelle Barraud-Serfati. Trottoir, point d'exclamation, une approche économique, historique et flâneuse. Livre que vous publiez aux éditions Apogée. Merci d'être venu dans le Book Club. Merci. Dans un instant, ce sera l'épilogue du Book Club donc. Et d'abord, les quadritèmes de Charles Danzig. Le premier livre d'Alfred Jarry est un très beau livre de poèmes, Les Minutes de Sable Mémorial. Je relevais dans le premier volet de ce quadritème la partie gamine de Jarry. Ce livre permet de ne pas oublier sa partie hiératique et tapisserie médiévale. On y trouve ce vers splendide. Le livre est un grand arbre arraché des tombeaux. Et, comme nous sommes à la radio et que l'oreille est distraite, je vais le répéter. Le livre est un grand arbre arraché des tombeaux. Vous savez, il était très sérieux, Jarry. Il pensait. Voici un début de phrase extrait d'un autre de ses livres, Les jours et les nuits. Dans les essais d'un souvenir qui ment. D'une phrase pareille, s'il l'avait lue, Jarry n'était pas son genre, Marcel Proust aurait déplié 1000 pages. Si ça avait été Freud, il aurait écrit quelques lignes dédaigneuses. Freud ne comprenait pas la littérature et prédisait par exemple que Proust ne serait jamais lu. Dans les essais d'un souvenir qui ment, on pourrait dire que Jarry est un écrivain à lire lentement pour en savourer les délices cachés, mais ce serait penser que l'intelligence est laborieuse. On comprend très bien et tout de suite. Il n'y a pas besoin de s'asseoir pour comprendre un éclair. Il y a dans Jarry quelque chose de tellement condensé qu'il ne peut que déplaire aux esprits analytiques, aux professoraux et aux pédagogues qui n'existent qu'en tant qu'ils expliquent. Toute explication fait horreur à Jarry, voilà pourquoi je l'aime. Voici une autre phrase très condensée où Jarry, comme tout écrivain sérieux, considère son lecteur comme intelligent et donc sans besoin d'explication. L'instinct noble est l'instinct de conserver son moi et de maintenir son individualité impénétrable aux forces extérieures. Voilà qui pourrait être une définition de l'écrivain, non ? Une individualité impénétrable aux forces extérieures. Non d'ailleurs que Jarry ait jamais parlé de lui. L'idée des souvenirs, il était assez jeune pour avoir envie d'en écrire, l'aurait sans doute fait exploser de rire. Jarry écrivait comme il était. Il y a dans les quelques photos de lui de face que l'on possède quelque chose qui révèle une sorte d'intransigeance un peu folle. Comment ne me plairait-il pas ? Les quadritèmes de Charles Danzig, c'est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. L'équipe du Book Club est là avec moi. Ils ne sont pas sur le bord du trottoir, je ne les laisserai pas. Oriane Delacroix, merci. Zora Vignier, Jeanne Agrapard, Didier Pinot, Alexandra Laibegovic. Ce midi, c'est Thomas Beau qui réalise l'émission et à la prise de son, Élise Le. Comme tous les jours, nous tournons ensemble la dernière page de ce jour. Voici l'épilogue. Et soudainement, vous êtes renvoyé à quelque chose qui est l'instant. Qu'est-ce qu'on fait de cet instant ? Dans une rue, souvent, il y a deux trottoirs opposés, mais pour autant, le trottoir, il n'est pas binaire. Et au fond, mon livre, il s'adresse à ceux qui restent sur leur trottoir pour les inviter à passer sur le trottoir d'en face. Et il suffit souvent de faire juste un pas de côté pour se remettre à écouter le murmure du monde. Et le temps file, mais on rate des rendez-vous. C'est parce qu'on est à fleur de pavé, et donc là, vous voyez, on voit bien l'importance des mots. Une panne, pour moi, c'est un rendez-vous. Parce que vous aviez une journée qui était programmée, à un moment donné, elle se dérègle. Et on vous rend une liberté. Et ça, c'est vraiment ce grand mystère, en fait, pourquoi le trottoir est-il si peu regardé ?